Salut à tous, Loïc, bienvenue sur Tout le Berzingue. Aujourd'hui, je suis à Saint-Thior dans l'Allier, à côté de Vichy. Et aujourd'hui, on va visiter Gentil Automobile, donc c'est une marque française. Alors l'atelier est juste derrière moi, on va le visiter. Il y aura Frédéric Gentil, on va lui poser plein de questions, il va nous présenter la voiture, etc. Et c'est parti. Alors à l'extérieur, déjà, le bâtiment est assez sympa. Là, on peut voir donc un dessin de l'Aquilon, by Gentil Automobile. Et voilà, ici, nous construisons l'Aquilon et voilà, donc vous pouvez les rejoindre ici sur le site gentilautomobile.com ou sur Facebook. Bonjour Frédéric, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc on va parler de la voiture un petit peu. Eh ben écoute, je te laisse faire le tour de la voiture, tu es chez toi. Ok, merci, en tout cas elle est vraiment magnifique, hein. Elle est vraiment impressionnante. Très large, les portes en ciseaux, hein, la Lamborghini là, c'est vraiment top. Elle est vraiment très belle, hein, cette voiture déjà, ça c'est la première impression. Donc avec les jantes dorées en plus, voilà. Et l'arrière est vraiment impressionnant aussi. Et surtout ça fait plaisir de voir une hypercar française. Voilà. C'est un projet atypique effectivement pour la France. Ouais. Et donc on a essayé de faire un projet le plus français possible, ce qui n'est pas toujours simple, mais bon, on a essayé de faire un projet exceptionnel. Quand tu dis le plus français possible, ça veut c'est-à-dire avec le plus de pièces françaises dedans. D'accord. Voilà. Donc ça, on en rediscutera tout à l'heure, mais effectivement au niveau du moteur. Mais oui, on a fait évoluer le projet régulièrement sur cette voiture, et l'objectif c'est que ça soit l'hypercar made in France, et pas qu'elle n'ait que le nom. D'accord. Alors au niveau design, quels étaient les critères? Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des critères particuliers? Par exemple les portes, c'était vraiment voulu dès le départ? C'est le côté vraiment exubérance qu'on voulait. Bon, comme tu le verras par la suite, quand on appuie sur la télécommande, tout s'ouvre, et donc ça donne un côté vraiment l'effet waouh. Aujourd'hui, bon, la voiture, elle est belle en tant que telle, mais c'est vrai que quand on appuie sur la télécommande et que tout s'ouvre, on a quelque chose qui est top. Et donc ça, c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps, car à l'origine, la voiture n'était pas censée s'ouvrir comme ça. Ça devait être une voiture beaucoup plus simple, avec, tu vois, pour commencer, avec 2 moteurs de moto. Et finalement, on a évolué, on s'est dit au niveau des normes, au niveau entretien, au niveau de beaucoup de choses, ça ne pourrait pas faire. Et la voiture a évolué, passant de 400 chevaux à l'origine prévue à maintenant 1200 chevaux. Et donc beaucoup de choses se sont adaptées et ont évolué vers le côté vraiment le luxe, design. On a essayé de faire un design qui soit très très épuré. D'accord. Alors qui est-ce qui a dessiné la voiture du coup? Alors partiellement notre designer, Walter Pendorf, et partiellement moi. Lui, il dessine, au crayon, et il fait les sketchs. Moi, je m'occupe de la partie 3D, en gros le transfert de ce qu'il y a sur une feuille sur la partie 3D de la voiture. Voilà. D'accord. Et donc après, outre le design, après tout ce qui est cinématique et gérer en interne tout ce qui est les ouvrants, le pilotage de l'aileron mobile, les cinématiques de siège et autres, tout est fait chez nous. Alors je suppose qu'on ne dessine pas une voiture comme ça, il y a aussi un côté technique, côté aérodynamisme, Alors etc. on a fait des partenariats dans le temps avec une société qui s'appelle EXA, qui maintenant a été rachetée par Dassault Systèmes, qui a fait toutes les études aéro de la société. Donc ils nous avaient abordé en disant qu'ils souhaiteraient faire un partenariat avec nous. Donc ça a permis de faire des simulations aéro de l'extérieur, des simulations de pénétration, des simulations de sous-bassement. Et donc les résultats ont fait évoluer un petit peu le style. Et au fur et à mesure, après, on a pu affiner élément par élément le design de la voiture. D'accord. Alors, je vois qu'il n'y a pas de logo. Il y aura un logo Gentil Automobile. Sur le capot, non. Non, pas sur le capot. Personnellement, je trouvais que ça dénaturait un peu l'avant du véhicule. Et donc, sur la version de série, le logo va venir à la place du répétiteur qui est sur le côté, sur l'aile de la voiture. Ah d'accord, comme les cuissons Ferrari un petit peu. Tout à fait. Et donc, le répétiteur passera sur le rétroviseur. D'accord. Pour toujours le côté fluide, épuré de ce Là, je vois qu'il y a déjà un logo là sur les centre, forcément. On a essayé d'apporter la petite touche à cet endroit-là. Et aussi sur les l'étrier de frein. C'est assez sympa. Voilà, mais ça reste que des petites touches vraiment fines. D'accord. Et à l'arrière, il y aura quelque chose du coup? Non, pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu sur l'arrière pour les mêmes raisons. D'accord. Vous voulez que ça soit épuré au maximum. Voilà. Le leitmotiv de cette voiture, un petit peu qui avait été défini par notre designer, c'est il faut que ça soit un objet d'art qui soit sculpté par le vent. Donc en gros, c'est qu'on ait des lignes un peu intemporelles comme une Ford GT40, une Lamborghini Miura, et quelque chose qui ne se démode pas. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de voitures qui ont des lignes très très tendues. Les Lamborghini, d'autres. Et voilà, nous on a essayé de faire quelque chose qui soit assez fluide et justement que
les gens qui ont eu des voitures anciennes de collection se retrouvent à travers cette voiture et sont intéressés par celle-ci. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, c'est réussi. Hein. Franchement, merci. Elle est vraiment belle. Alors là, voilà, elle est toute fermée. On peut voir du coup la signature lumineuse. Donc c'est des LED. Hein. C'est des LED, oui, tout à fait. LED à l'avant. Et donc, par rapport aux projecteurs qui sont présents sur cette voiture, ça va changer sur la version de série où il y aura, au lieu de 2 projecteurs, il y en aura 4. Donc de chez Elan, en Allemagne, qui est notre partenaire pour les optiques. Mais effectivement, la signature lumineuse sera toujours la même. Ok, et on va aller voir à l'arrière aussi parce que c'est assez sympa, c'est des LED également. Ouais, voilà, là c'est vraiment joli. Signature lumineuse à l'arrière. Voilà, et donc on a les clignotants qui sont dans les pointes entre guillemets des phares. Ah ouais, d'accord. Les clignotants, effectivement, on a une barre qui est défilante. C'est le cas aussi pour les clignotants à l'avant. D'accord. Ok, ouais, puis là, en dessous, on a le diffuseur, je n'avais pas montré aussi. Alors là, je vois, est-ce qu'il y aura un capot transparent pour voir le moteur ou... Oui, tout à fait. Donc ça sera en option. Donc soit de base comme celle-ci, soit effectivement avec des polycarbonates de plusieurs couleurs. Et donc il y aura possibilité de voir le moteur par transparence. D'accord. Et donc, tu disais tout à l'heure, l'aileron, là, il pourra bouger, là? Oui, tout à fait. Il pourra sortir, c'est ça ou... Eh bien écoute, regarde, recule-toi et on va te le présenter. Ah, c'est déjà fonctionnel? Ah oui, d'accord. Et il bascule juste... d'accord, ok. Ça marche. Alors au niveau des pneus, là, on est sur quoi là? On est... sur des pneus Michelin qui est partenaire depuis le début du projet. Donc on est avec des pneus de GT3 RS, parce qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens effectivement de développer une montre spécifique pour Aquilon, ce qui ne sera pas forcément le cas dans le temps. Donc là on est en 265 30 20 à l'avant et 325 30 21 pour l'arrière, donc une montre asymétrique. Voilà. Donc proposée par Michelin et qu'on a intégré. Michelin, donc, avec qui on avait été en partenariat donc, aux 24 heures du Mans, on avait présenté la maquette en 2018 et à Goodwood également. D'accord. Et au niveau des freins, alors ça sera quoi, carbone céramique? Vu qu'on avait intégré donc, un ensemble Audi R8 V10, donc on avait récupéré également le kit de freinage, mais sur la version de série, on sera sur des freins Alcon de plus grande dimension. D'accord. Oui, parce que là, on n'a pas encore précisé, mais c'est un proto, et le proto, il est sur base Audi R8 V10, non, c'est ça? Enfin, je veux dire, on a récupéré le moteur et le freinage. D'accord, ok. En dehors de ça, tout est spécifique Gentil Automobile. D'accord, donc c'est uniquement sur le proto des évolutions de style et certaines évolutions mécaniques. On a augmenté le niveau parce qu'on voulait une qualité supérieure, ce qui était pour les freins. Mais en l'occurrence, voilà, c'est toute notre conception, le châssis, les trains roulants, tout est fait spécifiquement pour notre voiture. D'accord. Donc du coup maintenant Loïc, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de cette voiture, est-ce que ça te dirait qu'on la démarre? Ah bah bien sûr, oui, avec plaisir. Hein. Allez, Jean-Michel, notre ingénieur, va démarrer la voiture. Ça chante bien. C'est impressionnant, la cinématique d'ouverture. Ah, c'est Transformers. Ouais. Qui sert strictement à rien et qui est donc totalement indispensable pour un multimilliardaire qui va impressionner ses amis. Donc ça sera en série sur la voiture, ça? Effectivement. Donc l'aileron est également mobile. Pour le moment, on peut piloter avec la télécommande, mais voilà, à terme, il sera couplé sur l'accélérateur et le frein comme une supercar, hypercar moderne. D'accord. C'est vraiment classe. Hein. Alors j'aime bien parce qu'au départ, en fait, on a l'arrière qui recule comme ça, et après qui s'ouvre. Le but, si tu veux, c'est de faire... On a les canules d'échappement, et donc il faut que le capot recule pour laisser sortir ces canules d'échappement et basculer derrière. Voilà. Ok. Et donc après, on essaye de synchroniser chaque élément à des vitesses d'ouverture différentes, et donc on essaye de synchroniser un petit peu tout ça. Donc là, pour le moment, on est sur un système de vérin électrique. Sur la série, les portes seront en pneumatique. D'accord. Donc il y a des choses qui ont évolué justement par rapport aux normes, par rapport à des problématiques techniques. Et donc voilà, on a intégré tout un système. Par exemple, on parlait de technique tout à l'heure.
sur la version de série, on aura des coupelles pneumatiques qui permettront le lift qui permettront de remonter la voiture de 50 mm. D'accord, ouais. En outre, il y aura également l'air jack qui permettra de connecter dans le passage de roue un raccord décomprimé, permettra de lever la voiture une dizaine de centimètres, ce qui permettra d'intervenir en cas de manutention. Aujourd'hui, c'est vrai que la voiture est tellement basse que si on doit changer une simple roue, on a la difficulté à pouvoir passer un cric-roller ou autre dessous. Donc voilà, c'est une solution. Donc on a vraiment fait évoluer le côté technique à son paroxysme. Voilà. Bah écoute, je te laisse faire le tour. Ok, ouais, puis, si tu as des questions, on va commencer par l'avant. Oui. Donc à l'avant, alors est-ce qu'il y a un coffre déjà, non? Alors le coffre, comme tu vois, il est devant toi. D'accord. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir emmener une carte bancaire et sa petite sacoche. Voilà. En l'occurrence, voilà, c'est uniquement cette partie-là. Ouais. Voilà. D'accord. Donc là, on peut voir les suspensions. Déjà, c'est sympa là de voir comme ça la mécanique. Oui, le but c'était un peu ce côté effectivement design, vu qu'on a fait quelque chose un petit peu exubérant ailleurs. Et le but c'était de voir un petit peu les suspensions à travers, un mélange entre la partie mécanique et le côté un peu design. Voilà. À terme, tout ce qui est la partie calculateur qui aujourd'hui est dans cette partie-là va se retrouver devant, donc une sorte de vanity qui va pouvoir être enlevée, ramenée donc sur un côté fonctionnel et technique de manière très rapide. D'accord. Ok. Alors le petit détail que j'aime bien aussi, c'est l'essuie-glace comme ça. Ça rappelle un petit peu, effectivement, comme les DTM à l'époque. À l'époque, au début, on n'était pas sur ce registre-là, et après, on a décidé d'intervenir dessus. Et je trouve que ça apporte effectivement. Ça fait plus sport, tout de suite. On est d'accord. Ok. On verra l'intérieur après. Je pense qu'on va passer déjà au moteur. Donc là, c'est pas le moteur qui sera dessus. C'est pas le moteur de série aujourd'hui. Donc là, c'est le moteur de l'Audi R8 V10 sur lequel on a greffé donc 2 turbos. Mais pour l'évolution des normes que vous connaissez tous, a priori. Voilà, pour l'instant, on est en Euro 6D, on va passer en Euro 7. Voilà. Nous avons décidé de partir sur le moteur Pipo, donc qui a couru cette année aux 24 heures du Mans. Donc ce sera un V8 biturbo qui va développer également 1200 chevaux et qui sera accouplé à une boîte X-Track. Là aujourd'hui on était sur un ensemble moteur-boîte Audi, mais voilà, donc le fait de partir sur ce moteur-là nous permet d'avoir un gain de poids et un changement de répartition des masses, parce qu'on était sur un système 4 roues motrices avec le pont à l'avant de l'Audi R8, et là on récupère effectivement toute la partie tunnel central où on loge pour la version de série donc les réservoirs qui nous permettent un abaissement à peu près 150 kg sur la voiture. Donc à terme, cette voiture va faire environ 1280 kg tout plein fait. D'accord, ouais, pour 1200 chevaux, ça fait un très bon rapport poids-puissance. Pour faire les courses, c'est plutôt pas mal. Je te le conseille. Donc comme tu vois, effectivement, beaucoup de pièces après taillées dans la masse, un peu design des basculeurs. Bon, voilà la croix, voilà, qui apporte. On aurait pu effectivement se cantonner à faire quelque chose de métallique et autres, et on a toujours épuré. C'est comme tu vois les bras pour ouvrir le capot arrière, ça fait comme des couteaux un peu profilés, donc tout est vraiment tout est design, quoi. On a apporté le soin au design un petit peu partout. Ok, c'est vraiment sympa. Alors après il y a des choses qui vont encore évoluer sur la version de série, enfin qui a déjà évolué en conception, qui n'est pas là sur ce proto-là, mais effectivement voilà, il y a beaucoup de détails qui vont être vraiment poussés à fond. D'accord. C'est quoi ça? C'est pour faire le plein? Sur cette version-là, on est comme les F40, donc il y avait l'essence de réservoir extérieur, l'huile, le bouchon de droite, et ici l'eau. Et compte tenu du changement de moteur, nous avons décidé d'avoir un seul bouchon pour l'essence, ici un bouchon pour l'huile, et l'eau va être devant. D'accord. Donc il y aura un bouchon d'essence de ce côté-là et un bouchon pour l'huile de l'autre côté. C'est tout à fait ça. D'accord, ça me rappelle une voiture aussi, certaines Bugatti Veyron. c'est le même principe. Voilà. Ok. Donc après, comme tu le vois, donc il a fallu intervenir par rapport au problème calorifique. Donc on a fait des protections thermiques auprès d'une société française, donc qui est sous-traitant d'Airbus. Ce qui permet justement de protéger la voiture, parce qu'effectivement en termes de chaleur, en sortie des pipes d'échappement, nous sommes à 950 degrés. Donc, tant qu'on était, pour l'instant, cette voiture-là, qui est un concept car, repose sur un châssis tubulaire recouvert de panneaux en fibre de verre. Et donc là, il y avait davantage de risques que par rapport à la version carbone que nous aurons dans le futur. D'accord. Voilà. Parce que là, pour le refroidissement, il n'y a pas forcément d'entrée d'air. Dans les prises d'air à l'intérieur. D'accord, ok. Après, il y a des ouvertures dans les passages de roue. Et tu as la prise d'air qui amène de l'air quand la voiture est fermée sur le côté, sur ce côté-là. Ah oui, d'accord. Ok. On le voit là. C'est ça.
Qu'est-ce qu'on a comme châssis là-dessus? Alors pour l'instant, ici c'est un châssis tubulaire recouvert de panneaux en fibre, mais dans la version de série, donc ça sera un châssis carbone, carbone, enfin jantes en carbone. Full carbone. Voilà, c'est ça. Donc il va être fabriqué chez HP Composite en Italie. Donc là, on va pouvoir demander énormément d'efforts à la voiture et surtout on va avoir un gain de poids énorme. Donc on va, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un mélange entre le carbone pour le châssis et puis énormément de pièces faites en impression 3D métal, c'est-à-dire aluminium et titane. Donc on va pouvoir avoir des pièces, aujourd'hui on a des pièces qui sont pleines, taillées dans la masse, et donc là on va avoir des pièces qui vont être creuses ou semi-creuses et qui vont être refraisées avec un robot d'usinage qui va permettre d'avoir une finition comme celle-ci et après avec une anodisation ou un chromage. Ouais, puis du coup de gagner du poids vu qu'elles seront creuses. Exactement, c'est ça. Et donc ça surtout sur toute la partie triangle, porte-moyeu, enfin toutes ces pièces-là. Et on a une liberté de design et une pièce, plusieurs fonctions. Voilà. C'est surtout ça l'intérêt de cette technologie. Donc là on a déjà fait des pièces proto avec notre fabricant de machines et voilà, les résultats sont concluants. Ok. Au niveau des perfs, du coup, qu'est-ce que ça donne Aujourd'hui, nous, sur la voiture, si tu veux, on a simulé donc, avec un logiciel, on a un partenaire qui nous a fait ça, donc avec Adams, et on est pour l'instant bridé à 350 km/h par rapport aux pneumatiques. Comme je te l'ai dit derrière, le fait de la voiture pourrait, avec 1200 chevaux, aller au-delà de 400 km/h, mais pour une question de moyens pour le moment, et avec les pneus de la GT3 RS, on ne peut pas aller au-delà. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas au-delà dans le futur, mais il va falloir développer des pneus spécifiques et on verra ça à ce moment-là avec Michelin et avec nos investisseurs dans le temps, si derrière on va là-dessus. Ok. Donc là, du coup, on peut donner quelques chiffres quand même à peu près. Enfin, je veux dire de 0 à 100, choses comme ça. Le 0 à 100 en 2 secondes 8, le 0 à 300 en 14,4. Voilà, donc c'est des vitesses qui sont quand même de bonne facture. Et après, je te dis derrière, en fonction d'eux, on pourra augmenter encore les perfs. Mais voilà, pour l'instant, on est bridé un petit peu par le côté pneumatique. D'accord. Donc ça reste une problématique qui peut évoluer, quoi. Ok. Voilà, autre chose, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, donc on a également un partenariat avec la société Öhlins qui nous fait donc les suspensions. Ah oui. Voilà, donc pour l'avant et l'arrière, donc ils sont réglables un petit peu dans tous les sens. Voilà. Alors on parlait d'impression 3D, tu me disais tout à l'heure que toute la partie sous le tableau de bord était imprimée en 3D, c'est ça? Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais à terme. Dans la version de série, c'est un bloc entier, donc l'arceau de tableau de bord va reprendre plusieurs fonctions, les conduits de climatisation, le support de l'écran tactile, le support de boîte à gants motorisée, les supports des filtres de haut-parleurs. Voilà, donc comme je te disais, un élément, plusieurs fonctions. Donc l'avantage pour la réduction du poids et du nombre de pièces. Voilà. Donc on va utiliser ces imprimantes donc de grande dimension, donc 1 mètre par 60 cm par 60 cm, qui va permettre de faire beaucoup de pièces. Et je te dis une pièce, plusieurs fonctions. Voilà. Et du coup, ça facilitera aussi le montage de la voiture. C'est ça, comme je te le disais, effectivement, en l'espace on a une fois à peu près 15 jours pour assembler la voiture, hormis le côté finition de celle-ci. Donc à terme, sur la partie finition, donc on va faire appel à un robot peintre qui va peindre les voitures, mais également surtout le côté personnalisation. Aujourd'hui, si quelqu'un a un client, il y en a de plus en plus qui veulent des particularités sur la voiture. Si on veut reproduire un élément d'un côté gauche sur le côté droit, justement après pour avoir une précision, donc on va acheter un robot avec changeur d'outils qui va pouvoir prendre un aérographe, venir peindre un élément, avec un scanner 3D qui va scanner en temps réel pour savoir où on est et se reprendre. Voilà. Et donc il va y avoir beaucoup de technologies en termes de machines pour la suite. Ok. Bon, du coup, Loïc, maintenant qu'on a fait le tour, qu'on a démarré la voiture, est-ce que tu veux monter dedans? Ah bah avec plaisir. Eh ben, écoute, je te laisse monter dedans. Jean-Michel va prendre place à tes côtés, comme ça permettra de répondre à toutes tes questions. Ça marche. Donc me voilà à l'intérieur de la Quilone. Donc déjà on peut voir que le tableau de bord est vraiment sympa, enfin l'écran là c'est vraiment joli. Donc ça a été développé spécialement? Développé spécialement pour la voiture, oui, tout à fait. D'accord, ouais. Donc là on a marqué Aquilone, c'est le GPS là, qui est à droite. Oui, c'est ça là? Oui, c'est ça. Donc après on a donc le compte-tour et la vitesse au milieu. Kilométrique. Je vois qu'il y a un mode sport aussi, donc il y aura plusieurs modes de conduite. Il y aura 2 modes. Voilà. Et pour le moment, je vais dire, sur l'écran, tout n'est pas fonctionnel. Il y en a une partie qui fonctionne pour des questions budgétaires. Mais voilà, pour la suite, tout va fonctionner. On a du coup, aussi l'écran, donc du coup au centre infotainment, qui là permet de gérer différents modes. Par exemple, aujourd'hui, on a un mode qui permet
de faire avancer ou reculer la voiture. Jean-Mi, Ouais. je te laisse lui présenter. Voilà, juste pour passer les vitesses, du moins la marche avant et la marche arrière. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ici, on a la position park, on le voit Ouais. avec la flèche verte. Mhm. Position drive, donc ce sera la marche avant. Et ensuite, on passera les vitesses au niveau des palettes qui sont Ah au oui, il y niveau a des du volant. palettes, d'accord, ok. Il y a Ouais. des petites palettes qui Des sont petites- juste qui là. tournent avec le volant, d'accord. Voilà, et qui tournent avec le volant parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, Et ensuite, on a la marche arrière. d'accord. Alors qu'est-ce que c'est comme boîte de vitesse? Alors tout de suite, nous avons la boîte d'Audi S-Tronic en boîte Ouais. 7 double embrayage. Et D'accord. plus tard, nous aurons la boîte X-Track qui Ouais. sera aussi en 7 vitesses, donc la boîte de la Pagani, Mhm. et toujours en double embrayage aussi. D'accord, donc boîte séquentielle. Hein. Boîte séquentielle, D'accord. tout à fait, c'est ça. Ok, ok. Ok, bah, très bien. En tout cas, l'intérieur est vraiment joli. Hein. Enfin, l'écran, ça fait vraiment moderne. Donc ça sera comme ça dans la version de série. Hein. Ce sera comme ça dans la D'accord. version Et de donc série. on aura Ouais. là l'écran tactile ici. Voilà, l'écran tactile, donc là c'est pour les passages de vitesse. Et ensuite, nous aurons différents modes. Ouais. Pour ce qui est par exemple l'ouverture des portes, Ah oui. on pourra le gérer par là. Et on aura aussi la pression des pneus Ouais. et d'autres modes encore au niveau des lumières, du volant aussi, le réglage du volant. Il sera que- électrique. Il sera électrique. D'accord, ouais. Et on Ok. aura un système de snap-off, c'est pour ça qu'on a un bouton éjecte. C'est pour Ouais. enlever le volant pour faciliter encore l'entrée. D'accord. Ok, ok. Alors après niveau équipement, qu'est-ce qu'on peut dire je sais pas. Donc au niveau équipement sécurité déjà, il y aura l'ABS, tout ça. je Il y suppose. aura l'ABS, le ESP, on Le aura ESP, une ouais. direction assistée électrique. Ouais. Tout ce qui va bien pour ce type de véhicule de toute façon, c'est un Mhm. minimum. Ouais, donc il y a de l'assistance, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, il y exactement. aura un mode pour désactiver non, pour le circuit. Il y aura un mode pour désactiver au niveau du circuit si vraiment la personne qui achète le véhicule va avoir toutes les sensations. Ouais, Il y aura d'accord. plus de launch control, il y aura plus d'ABS, il y aura plus Ouais. rien du tout. Oui, il y a aussi un launch control. hein, Il y du aura coup. un launch D'accord, control. ouais. Bon, Sympa, ça. au niveau des puissances qu'on a, on est obligé. Ouais, ouais, bah oui. Sinon, là après les pneus, ils seront vraiment pas, ils feront pas longtemps. Ouais, ouais. Après ici, donc ça c'est juste du design, hein, il n'y a rien. Oui, de- c'est tout à fait ça. Ouais. Une bande centrale que quand effectivement l'écran est éteint, on voit Mhm. cette grande bande en plexiglas, Ah oui. enfin en macro long noir. D'accord, ouais. Voilà, C'était Ouais. vraiment le côté épuré. Quoi. Et ça sera. Alors ça c'est quoi? C'est de la C'est de la Cantara? Alcantara, oui. Alcantara, Et après, ouais. c'est à la demande du client. Oui, oui, Nous, pour on la a fait ce couleur choix-là, et tout mais ça, effectivement, ouais. la couleur, Oui, oui. si c'est du cuir ou autre revêtement, ça sera la demande Mhm. du client. Là après derrière, ça c'est quoi? C'est haut-parleur, non, Donc pour ça, le- c'est le caisson de basse. D'accord, ok. Et puis là je vois qu'il y a une petite plaque là, Aquilon. Ouais. Donc voilà, prototype numéro 1. Et là on a la vue sur le moteur derrière. C'est assez sympa. Bon là pour l'instant elle n'a pas de rétro, mais je suppose qu'elle aura un rétro, la version définitive. On est en train de voir peut-être pour mettre une caméra de recul. Ah, une caméra, Oui, ah oui, des rétroviseurs comme ils font maintenant, où en fait à la place de la glace on a une caméra, enfin un Voilà, écran. c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que Ah bah c'est une petite meurtrière. Hein. Ouais, Ça nous oui, apporte oui. un petit peu de lumière, mais effectivement Mhm. pas grande visibilité. d'accord, ouais. Bah après, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Aujourd'hui, bon, là, les sièges qui sont comme des sièges normaux vont être Ouais. électriques, donc avant-arrière, vont monter de l'avant et descendre. Pareil Mhm. pour l'arrière. Donc, on va pouvoir s'orienter dans tous les axes. Mhm. On va pouvoir, selon les calculs, rentrer une personne qui fait un petit peu plus de 2 mètres dans le véhicule. Ah oui. Donc, l'objectif, c'était justement de pouvoir répondre au plus grand nombre Mhm. de clients. Là, par exemple, c'est pareil en option. On aura à la fin en option. Dans le développement, la boîte à gants qui va être motorisée, qui va sortir oui. un petit peu comme un tiroir de cuisine avec Ah oui, d'accord. sur l'écran, on appuie et ça sort et ça se ferme. D'accord. Donc encore une fois, c'est vraiment le côté exubérant un peu de la chose. Mhm. Ça sert pas à grand chose, mais aujourd'hui, voilà, ça apporte un côté un peu high tech un petit peu à cette voiture. Mhm. Le volant là, ça sera celui-ci là, non, Non, il y aura un- dans la version de série, il est modifié. Ouais. C'est pas tout à fait le même. D'accord. Les Komodo, tout ça, ça sera les mêmes ou Non, les Non, Komodo pareil. ne seront plus dessus. Ah, il y aura plus de Komodo, Non. d'accord. Non, non. Alors pour les clignotants, tout ça. Sur c'est- le volant. Sur le volant. Ah ouais, lui. d'accord. Tu à peu Ouais. près là où tu as tes mains. Ah, ok. Et donc là, tu passeras justement sur ces petites plaques là justement pour appuyer pour Ça sera avec les tactile clignotants et le reste, oui. D'accord, ok. Je vois. On sent qu'on est dans une voiture de sport. Hein. On est bien, voilà, les sièges sont bien baqués. Je sais pas, ça sera ces sièges-là. Je les Ça montrerai sera après les de mêmes, mais l'extérieur. ils seront plus larges. Un peu plus large. Un peu ouais. plus larges de 2 Ouais, cm. parce que bon, ça va, moi je suis pas gros, là, je suis bien. 4 cm hors tout, et après les D'accord. mousses seront faites spécifiquement pour les clients pour s'adapter à Ouais, leur ah oui, morphologie. d'accord, oui. Ok, non, c'est vrai que là, on sent tout de suite qu'on est dans une voiture vraiment de sport et ça donne envie, quoi. C'est le but. Ça, c'est clair, ouais. Ouais. Donc voilà, à l'intérieur est vraiment très joli, là, le design des sièges, vraiment sympa. Et voilà. Donc bien sûr, vous aurez le choix, hein, couleur, etc. Cuir, Alcantara, enfin voilà.
Alors là, nous sommes dans l'atelier, parce que l'atelier sert aussi de financement au projet, c'est ça? Effectivement, comme je te l'avais dit, Loïc, donc on a plusieurs sources de financement, donc les investisseurs, et puis à côté, on a ouvert différentes activités, parce qu'on a acheté du matériel pour le projet Aquilone, et puis on s'en est servi, entre guillemets, pour créer des activités, donc garage, prototypage, découpe laser, beaucoup de choses. Donc tout ça sert à financer le projet jusqu'à le lancement et les grosses levées de fonds au Moyen-Orient. Donc là, on a, comme tu le vois, dans notre garage, on a énormément de voitures, on entretient beaucoup souvent de voitures de sport, et voilà, un peu tout type d'intervention. Et donc là, on a notre maquette qui avait été présentée donc à 24 heures du Mans, à Goodwood, et dernièrement après à Bruxelles qui est là. Voilà. Donc la première maquette à l'échelle 1, donc là c'est quoi dedans? C'est vide en fait? C'est une coque vide, enfin il y a un châssis tubulaire dessous et la voiture peut se mouvoir. Il y a quand même un volant à peu près? Non, il n'y a pas de volant. Ah non, c'est un reflet là. Non, tout à fait. Non, y a rien, par contre, on pouvait la piloter avec une télécommande de voiture radiocommandée. D'accord. Voilà, le but c'était pas le fait de la montrer, mais le fait dans des allées de salon de pouvoir la déplacer sans avoir à la pousser. D'accord. Donc voilà, là on est dans l'atelier pur, on va dire. Oui, c'est là où il y a le parc machine. Donc là, on a différentes machines. On a donc une thermoformeuse qui nous a servi à fabriquer les bulles de phare, ici, là, voilà, c'est ça. Exactement ça, voilà, la thermoformeuse. On a donc une petite machine de découpe laser qui permet de faire tous nos protos, donc caoutchouc, plexiglas, bois, autocollant. On a la même chose sur la découpe laser de tissu, qui est, c'est une machine qui est automatisée 24/24. Donc on peut faire à terme la sellerie de la voiture justement et la découpe de différents patrons. Après on a une machine de découpe laser à métaux, donc qui découpe de très grands panneaux, et on peut découper des tôles jusqu'à 16 mm en acier, 8 en alu, 6 en inox. On a également la découpe de tubes, donc qu'on s'est servi aussi pour le proto, donc on le voit sur les étagères. Voilà, on a une cintreuse numérique 3 axes, donc qui est là et qui permet de faire des lignes comme la ligne d'échappement qu'on voit sur l'étagère derrière, cintrée à froid. Et puis après on a une petite presse numérique qu'on voit au fond. Voilà, donc on a un atelier un petit peu complet pour être autonome. Voilà, après c'est pas, il y a des constructeurs qui ont beaucoup plus de machines que nous, mais pour avoir une petite structure comme nous, ça a permis de pouvoir réaliser toutes les pièces dont on avait besoin pour le proto. Et au fur et à mesure, on a également un centre d'usinage qui était en arrière-plan tout à l'heure, et une cabine de peinture, cabine de ponçage. Donc on est relativement autonome pour faire pas mal de pièces. Au moins pour les protos. Après, pour la série, ça sera pour la série, donc on est en train de, c'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas abordée, on est en train de racheter du terrain sur la partie Saint-Thieur, et on est en train de discuter aussi avec Vichy Communauté pour éventuellement s'installer à l'aérodrome de Vichy-Armeil. Voilà, donc le côté production de pièces serait ici, et le côté assemblage serait à l'aérodrome. D'accord. Voilà. Donc, et après, du coup, l'aérodrome pour des essais aussi, hein, éventuellement. Pour les essais aussi, et c'est le fait aussi que les clients ont la possibilité d'arriver avec leur jet privé, d'essayer la voiture et de repartir. C'est un petit peu ça l'intérêt. Voilà. Ok. Alors là, je vois qu'on a deux maquettes. Alors, c'est à quelle échelle, celle-ci? Alors, celle-ci, échelle 1/4 et celle-ci, échelle 1/3. Donc, c'est deux maquettes qui ont été présentées au salon Top Mark en 2013, où on a effectivement mis en avant notre projet Aquilone pour la première fois, eu les contacts avec des premiers gros clients. Et puis ça a permis de lancer un petit peu les premières levées de fonds qui ont eu lieu dès 2014. Voilà. Donc impression en stéréolithographie pour celle-ci, usinage clé pour celle-là. D'accord. Donc Loïc, nous voici rendus pour répondre à tes questions. Donc maintenant, je t'écoute. Ok, alors on va commencer déjà par l'historique un petit peu. Donc déjà, tout passionné d'automobile rêve entre guillemets de créer un jour sa marque. Et comment c'est venu un jour vraiment l'idée de passer à l'action, parce que c'est quand même... Alors ça date effectivement d'un petit moment, et dans une reconversion professionnelle, et un prof que j'ai rencontré qui m'a dit que écoute, tu fais des choses pas mal, et donc je serais toi, je fabriquerais ta propre voiture. Et c'est parti de là. Donc je l'ai écouté, et puis finalement j'étais pas parti pour le faire, je faisais des protos ici pour des amis, pour plein de choses, et finalement j'ai dit pourquoi pas, et finalement après quelques années je me suis lancé, et puis on s'est associé avec des amis qui avaient une compétence technique, on a commencé à faire évoluer le projet, et puis une fois qu'on a commencé à avoir quelque chose qui était concret, on a pu nouer des partenariats avec des sociétés d'importance comme Michelin et d'autres, et puis après on a commencé à faire donc des premières levées de fonds, ce qui a permis de commencer à lancer le projet et à créer des maquettes petites, grandes, et puis jusqu'à arriver jusqu'au proto. D'accord. Voilà. Et ça a commencé en quelle année à peu près? Alors moi j'ai créé la société en juillet 2010, donc ça remonte à vieux. Mes premiers associés sont rentrés en 2011,
Et après, réellement, il a fallu à peu près 4 ans pour commencer à mettre au point un peu la voiture, à stabiliser les choses. Et réellement, les premières levées de fonds ont commencé en 2015. Et on a acheté ici notre bâtiment à Ceinture justement en 2015. On a fabriqué la première maquette taille réelle en 2016 et le proto a réellement commencé, lui, en fin 2017, début 2018. Donc il a été fait à peu près sur 3 ans avec 3 personnes et demie en moyenne à peu près dessus. D'accord. Oui. Alors quels étaient les critères principaux? Parce que bon, créer sa marque de voiture c'est bien, mais après voilà, décider quel genre de voiture faire. Là on est carrément dans la hypercar. C'est tout à fait ça. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, bon, l'objectif initial c'était pas de faire une voiture si exubérante, c'était de faire une voiture rapide, un peu la Colin Chapman Light is Right. Mais effectivement au fur et à mesure ça a évolué. Donc la voiture a pris un peu plus de poids, s'est élargie, beaucoup d'ailleurs. Mais au niveau, je te dis, les critères c'était de faire une voiture qui soit quand même assez rapide, donc tout de suite on est parti après sur un moteur qui dépassait largement les 600 chevaux et puis bon, sur un côté commercial on a décidé de monter au fur et à mesure et à un moment donné c'était 1000 et puis après on a fini sur 1200 chevaux. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une inspiration aussi de l'histoire un peu de Koenigsegg, Pagani, etc. Parce que c'est un petit peu le même, non? Tout à fait, tout à fait. Après, effectivement, c'est un modèle entre guillemets les deux marques, en l'occurrence. Donc, bien sûr que pour nous, on voit entre guillemets la marche entre guillemets qui nous reste à franchir. Mais aujourd'hui, quand on a présenté nos maquettes que tu as vues tout à l'heure, donc à Top Mark il y a quelques années, effectivement Koenigsegg et Pagani ils étaient juste à côté. Et là, j'arrivais à mesurer un petit peu l'ampleur du chemin qui nous restait à atteindre. Aujourd'hui, voilà, il y a des marques qui sont faites et maintenant le proto il est là et on a une voiture qui commence effectivement à ressembler au leur. Bien sûr, après il reste encore énormément de détails de finition pour arriver jusqu'à eux. Mais compte tenu des moyens financiers que nous avions jusqu'à présent, voilà, on a fait beaucoup de choses avec un budget limité et ce qui est, comme je te disais tout à l'heure, un petit peu quand même extraordinaire pour la France. Voilà. Quand a commencé la conception du coup Alors je te dis, la conception pure a débuté en 2014 à peu près dans ces eaux-là et la réalisation du proto en 2017. D'accord. Donc là, et encore, je te dis, il y a des choses qui ont évolué suite à des modifications de normes en perspective de l'Euro 7, effectivement. Donc il y a eu encore 3 mois et demi, 4 mois de travail sur l'intégration du moteur Pipo et de tous les périphériques qui étaient autour. Donc tout est modélisé, tout ce qui est les circuits d'air comprimé, d'huile, tout est, voilà, on a quelque chose qui est prêt à être fabriqué en série. Donc là, maintenant, on va pouvoir se lancer dans la production bientôt. Okay. Alors justement, comment vous avez financé le projet? Parce que bon, c'est le genre de choses. Enfin, généralement, c'est ça un peu le nerf de la guerre, on va dire. Mais c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, la plus grosse complexité de ce projet, c'est trouver le financement. Aujourd'hui, comme je dis souvent en France, on se dit souvent capable que de fabriquer des Peugeot, des Renault et des Citroën. Donc aujourd'hui, pour convaincre des gens qu'un illustre inconnu va fabriquer une voiture comme celle-ci dans un coin de l'Auvergne, effectivement, c'est pas simple au départ. Les gens vous disent, lui, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc après, on a commencé à faire une première levée de fonds et j'ai un de mes partenaires qui a cru en moi et qui s'est dit tiens, je vais investir de l'argent, c'est le prix d'une voiture et dans 4 ans cette voiture n'aurait plus rien valu, donc je mise sur toi. Et donc ça a permis de pouvoir acheter un début de matériel et puis au fur et à mesure on a commencé à faire des premières pièces, une nouvelle levée de fonds, un peu plus d'actionnaires et au fur et à mesure nos actionnaires sont devenus un petit peu nos ambassadeurs, voyant que on avait pris des engagements et qu'on les tenait et donc à chaque fois un petit peu comme un politicien en campagne, ils voyaient à la levée de fonds suivante qu'on avait respecté un petit peu ce qu'on avait dit et donc on remis de l'argent, on ramenait de nouveaux investisseurs et donc ça a permis d'étoffer notre panel d'actionnaires qui est aujourd'hui de 232 personnes à cette heure. Voilà. D'accord, ok. Et donc là aujourd'hui on a une levée de fonds en cours là jusqu'au 22 octobre où les gens peuvent nous rejoindre. Voilà. Donc il y a Monsieur Tout le Monde, donc à partir de 700 € les gens peuvent devenir actionnaires, donc l'action coûte 35 €. Et puis on a des gens qui mettent le panel chez nous, le ticket moyen est aux alentours de 5 000 € et ça va donc de 700 € à minima à 52 000 € au maximum pour les investisseurs. D'accord. Voilà.
Et ça, donc l'objectif de cette levée de fonds, c'est pour avoir une enveloppe un peu plus large pour participer à des salons. Donc comme je te l'ai dit, qu'on va participer donc au salon de Genève, donc Top Mark était acté, qui s'est déporté compte tenu du Covid, et pour réaliser des shootings de mode avec des cinéastes et autres. Donc voilà ce qui va se faire un petit peu dans les prochains mois. Voilà. Okay. Et en parallèle, on est en train de travailler aussi donc avec Business France pour une grosse levée de fonds au Moyen-Orient, justement pour aller chercher quelques millions justement pour le lancement de la production en série de la voiture. D'accord. Et aujourd'hui, justement, comment on fait pour devenir investisseur concrètement? Simplement, pour ceux qui seraient intéressés pour devenir investisseur, vous pouvez aller sur notre site internet, donc il y a une petite rubrique Investir, et dessus vous avez tous les dossiers en ligne. Donc les gens peuvent cliquer, c'est quelque chose qui est vraiment ludique et intuitif. Et ils ont la possibilité soit de payer en ligne par une application sécurisée du Crédit Agricole, soit par virement, le RIB, ou soit effectivement par chèque, soit de nous l'envoyer, ou soit de venir, on organise des portes ouvertes jusqu'au 22, et donc les gens ont la possibilité de venir nous rencontrer, s'inscrire sur un calendrier, venir voir la voiture comme tu l'as fait aujourd'hui, et de venir au plus près et se rendre compte comment est fait le proto, quelle est l'équipe, comment ça se passe, et nous poser les questions qu'on essaye de répondre aujourd'hui avec toi. D'accord. Et après, quels avantages ils ont derrière? Est-ce qu'il y a des... Alors, le fait comme dans toute société où tu achètes des actions, lorsque la production sera lancée et que la société produira des bénéfices, ils auront des dividendes chaque année et recevront au prorata de leurs investissements des sommes importantes. Voilà. Donc c'est l'intérêt. Et après, ils seront conviés aussi sur des événements quand on va participer avec des réductions pour venir nous voir un petit peu sur différents événements internationaux. D'accord. Alors justement, comment on finance un proto comme ça? Parce que je suppose que ça coûte assez cher quand même de fabriquer... Effectivement, alors par rapport à un budget classique aujourd'hui, pour fabriquer un proto comme ça, on aurait dû dépenser environ 2,5 millions d'euros. Nous, on a dépensé à peu près 700 000 euros sur ce proto-là. Ah oui. La maquette, à peu près une grosse centaine de milliers d'euros. Et tout le parc machine que tu as vu avant, effectivement, en gros 200 et quelques mille euros. Donc en tout, il aurait fallu dépenser un budget de 4 millions, 4 millions et demi. On a dépensé à peine plus d'1 million d'euros. Donc, on a fait une prouesse, voilà. Comme on dit en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Donc du coup, il a fallu effectivement se creuser la tête pour arriver à trouver des financements. Et outre le financement, c'est comment arriver à financer quelque chose qui coûte 10 quand on n'a que 2,5. Voilà. Et donc après, comme je te le disais, avec le Moyen-Orient, donc on cherche les financements là-bas, mais pas que, parce que du coup, l'intérêt, c'est qu'ils soient eux-mêmes sont des collectionneurs, des spéculateurs. Et le fait d'aller là-bas, c'est de trouver effectivement des clients pour cette voiture. Mais c'est vrai que eux, c'est pas simple aussi à se projeter parce que ils peuvent tout acheter et par exemple pour eux, avec 1 million d'euros, ils repeignent même pas la boîte aux lettres. Donc du coup, c'est compliqué à se dire qu'avec si peu d'argent, on a réussi à faire tout ça. Voilà. Ok. Maintenant, donc, si on parle un peu de la commercialisation de la voiture et puis du futur un peu de la marque. Alors pour ce qui est de la commercialisation, on nous pose souvent la question de savoir comment on va vendre les voitures, comment elles vont être entretenues. Du coup, il y a une seule réponse, c'est qu'on va passer par des concessions multimarques de luxe. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt. La voiture va être fabriquée en 15 exemplaires en version coupée, 10 en roadster. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ouvrir des concessions pour si peu de modèles. Donc, on va passer par des concessions donc, à travers le monde qui revendent nos voitures à des concurrentes, donc Pagani, Koenigsegg et autres. Et eux-mêmes vont se charger de l'entretien du véhicule. Ça n'empêche pas que les clients pourront venir chez nous pour l'entretien, mais effectivement, quelqu'un qui achète une voiture en Russie a peu d'intérêt à faire venir la voiture à Ceinture pour faire un entretien du véhicule pour repartir chez lui. Voilà. Alors justement, vous les vendez dans quel pays? La voiture, déjà au niveau des normes, va être homologuée pour l'Europe. Voilà. Mais après, on va la vendre au Moyen-Orient, en Russie, aux États-Unis, après par des réceptions à titre isolé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ni le budget pour se lancer sur ce marché-là tout de suite maintenant, mais on en a la demande. Donc on a des concessionnaires qui nous ont contactés, des revendeurs qui nous ont contactés, et donc voilà, on est en train de travailler là-dessus pour une vente de quelques modèles aux États-Unis. Et vous avez une date à peu près de commercialisation? Alors, elle est la commercialisation est fonction du lancement de la fabrication du proto. Donc, on est censé commencer la production début d'année 2022 et pour une production homologation et donc début de commercialisation courant 2023. D'accord. Voilà. Et on n'a pas parlé du prix de vente d'ailleurs. Alors la voiture va être vendue à 1 500 000 euros hors taxe en version coupée et 1 600 000 euros en version roadster. Ok, donc ça je suppose c'est le prix de base, après il y aura des options. Alors après il y aura des options, surtout en termes de finition, savoir si les clients veulent une voiture peinte
une voiture avec carbone apparent, de couleurs, lustrée, avec des motifs sur la voiture, comme je disais tout à l'heure, d'où l'apparition après dans le futur de robots de peinture pour gérer toute cette panel entre guillemets d'options. Ok. Les commandes sont déjà ouvertes Alors, justement, donc on a discuté de ça il y a peu avec le conseil d'administration, on a décidé d'ouvrir les commandes, vu qu'on va participer à des salons, parce qu'on en a la demande. On a déjà, nous, 2 personnes qui nous ont fait des lettres d'intention, et on est suivi par 4 autres clients qui sont intéressés par le véhicule. Et a priori, même la semaine prochaine, on a des gens justement du Benelux qui viennent et qui sont intéressés pour acheter le premier modèle. Donc je dirais que pour l'instant, sans avoir fait réellement de salon et de présentation, on a 7-8 personnes qui seraient susceptibles d'acheter le véhicule. Donc voilà, le conseil d'administration a décidé de prévendre le véhicule. Ok. Et après, dans le futur, est-ce que vous pensez déjà à d'autres modèles Oui, tout à fait, parce que cette voiture, finalement, on va produire à peu près dans un premier cycle une voiture par mois, puis après on passera sur 2 voitures par mois. Le but, c'est de roder le système de la chaîne de production. Donc, à peine on aura commencé à produire la Quilone, que derrière, on va travailler sur le nouveau modèle. Donc, comme je l'ai dit, il y a le coupé Roadster, et après, il y aura un modèle qui sera fabriqué en plus d'exemplaires. Là, on est 15 et 10, et donc après, on aura la remplaçante sera produite à 25 coupés et 15 Roadster. D'accord. Ça sera à peu près la même base, non? Ou ça sera à peu près la même base. On va sera une évolution. Être sur du restyling. Voilà, le but, c'est un peu, je dirais un peu comme Porsche, de tout casser. On a essayé de faire quelque chose de bien. On voit que 98% des gens sont fans de la voiture. On n'arrivera pas à satisfaire tout le monde. C'est comme ça. Donc après, le but, c'est de dire ce qui est bien, on le garde et on essaye d'améliorer ce qui peut l'être. Voilà. D'accord. Et on restera sur du thermique ou parce que avec toutes les normes maintenant. Le thermique est autorisé en Europe bien jusqu'en 2035. Donc je dirais on a encore le temps de se poser la question. Donc après ça c'est en Europe. Maintenant dans d'autres pays qui ne sont pas encore assujettis à ces normes, on a la possibilité de les vendre. Voilà. Pendant encore un petit moment. Outre ça, Pipo prévoit une déclinaison gaz et une déclinaison hydrogène de son moteur. Donc là aujourd'hui, ça va être sur un moteur exclusivement E85 qui facilite les normes d'homologation, qui facilite, qui augmente la puissance par le bioéthanol. Donc je dirais qu'on a de quoi évoluer. Maintenant, comme tous, on réfléchit aussi à l'électrique. Alors, est-ce qu'en pur électrique ou hybride? On a plutôt travaillé sur le concept hybride avec un train avant électrique et le moteur thermique à l'arrière, à voir. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a déjà travaillé et qui pourrait effectivement se mettre en place dans les années à venir. Après, la plus grosse problématique pour nous pour le moment, c'était effectivement le côté financier pour arriver dans ce développement à synchroniser un train avant électrique et un moteur thermique à l'arrière. Voilà. Donc après, à partir du moment où on a le financement, il n'y a rien de transcendant, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement envisager. Maintenant, on va voir aussi par rapport aux clients, parce que autant les mentalités changent, autant il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore passionnés, comme toi. Moi je sais que l'électrique, j'ai du mal. Après, chacun sa pensée après, mais en l'occurrence, nous, on a énormément de clients qui sont des puristes, qui ont des voitures de collection et qui ont du mal à se projeter sur une version électrique de la voiture. Alors certes, effectivement, les normes évoluent, mais compte tenu de la faiblesse, petitesse de la production qu'on va faire, aujourd'hui, on peut arriver à continuer encore pour un moment sur un moteur thermique. De plus, Porsche est en train de travailler sur des essences de synthèse. Et donc, d'ici 5 ans, je pense que leur développement sera au point. D'ici là, les politiques ont peut-être encore le temps de changer, tu sais, comme dirait une chanson, les politiques retournent leur veste. Donc pourquoi pas, on verra. Peut-être que derrière on va se rendre compte que effectivement l'électrique c'est bien, mais qu'on a de la difficulté à produire l'électricité, qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, et donc il va falloir peut-être repousser les normes de 2035 à 45. Donc l'avenir nous dira comment ça va évoluer. Je suis assez d'accord avec ça. Dernière question, d'où vient le nom Aquilone? Alors c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est le nom d'un vent d'une tempête d'Amérique du Sud. Quand j'ai créé la société, je me suis penché sur cette question-là, y compris le nom de Gentil Automobile. Mais j'ai regardé Pagani, Zonda, c'était le nom d'une tempête d'Amérique du Sud. Et je me suis dit, finalement cette idée elle est pas mal, je vais faire la même chose. Donc là, un peu de plagiat entre guillemets. Et finalement, ça s'écrivait A-Q-U-I-L-O-N. Et je me suis dit, c'est pas très beau. Et donc, je vais mettre un K, ça va faire quelque chose de plus moderne avec le Y. Et vu que c'est une voiture et que c'est féminine, entre guillemets, je vais lui mettre un E. Et
finalement ce nom Aquilon sonne bien et tout le monde, tout le monde me dit ça. Ouais. Ouais. Alors oui, dernière petite question, j'ai vu que vous faisiez, enfin Majorette faisait des gentils automobiles, enfin des Aquilon. Effectivement, alors elle ne le fait plus, on a eu un partenariat avec eux il y a environ 4 ans, donc ils ont produit la voiture pendant 3 ans, donc ils étaient venus nous voir en disant voilà, ça nous intéresserait de produire la miniature, et ils pensaient en vendre 600 000 sur 3 ans et ils en ont vendu un peu plus de 3 millions. Donc ça s'est écoulé pas mal d'exemplaires, et il y a une déclinaison de différentes 6 couleurs, dans des packagings différents, et voilà, donc on a essayé de se faire connaître un petit peu avec ça. On est aussi on a été dans un petit jeu vidéo, là on est dans un jeu vidéo qui s'appelle Asphalt 9, et où les gens peuvent jouer, donc ça permet d'avoir une visibilité en même temps, ça nous donne des royalties par rapport à ça, donc voilà. Et effectivement, dès que le proto va être présenté, on est en discussion avec pas mal de marques qui seraient intéressées pour produire la voiture en miniature mais un peu plus grande, ou nous intégrer dans des jeux vidéo. Donc, voilà. Ok. Alors, d'ailleurs, on parlait de Majorette, mais je suis allé sur votre site aquilon.com et j'ai vu que vous vendiez aussi des petites maquettes. Il y a un petit peu de tout, effectivement, donc des sculptures donc stylisées un petit peu comme ça. Voilà, on vend donc tout ce qui est t-shirts, porte-clés, posters et autres. On a pas mal de demandes de fans qui n'ont pas forcément la possibilité d'investir, mais qui veulent nous aider d'une certaine manière et s'acheter un souvenir. Et donc du coup, on a créé une déclinaison de produits que les gens vont pouvoir trouver un petit peu en ligne. Voilà. Il y a des books, il y a un petit peu de tout. Donc, j'ai vu, c'est sympa. Bon, en tout cas, merci beaucoup Frédéric pour l'invitation. De rien, ça m'a fait plaisir de te recevoir, et puis ça a permis de faire voir aux gens, aux passionnés qui te suivent un petit peu comment est le modèle, parce qu'effectivement c'est pas tout le monde qui vient chez nous, et donc toi tu as eu un petit peu la primeur pour voir un peu comment est faite cette voiture, et puis voilà, je te laisse en parler au plus grand nombre et en dire y a pas de souci, le mieux possible. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Ça marche, à bientôt. Bon bien voilà pour cette visite chez Gentil Automobile, j'espère que ça vous a plu. Encore un grand merci à Frédéric pour l'invitation. Un projet vraiment incroyable, voilà, je souhaite vraiment toute la réussite à ce projet. Un projet que je compare à Pagani et Koenigsegg. Donc voilà, une hypercar française vraiment incroyable, 1200 chevaux, V8 biturbo, pour un poids en plus de 1280 kg, donc voilà, un truc de fou. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à le soutenir, allez visiter son site internet, aimer sa page Facebook, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!